Je crois qu'on peut féliciter les Chœurs du Sud. Vous les reverrez tout à l'heure, monsieur le maire les présentera, ils le méritent. Bienvenue à cette soirée de vœux. Comme d'habitude, il y aura le discours de monsieur le maire, bien sûr. Après des remises de médailles, médailles du bénévolat et médailles de la ville. Et après, vous reverrez les Chœurs du Sud. Et puis, juste avant, comme d'habitude, vous allez voir un petit film qui vous montre que depuis la butte de Cormeilles en Parisis, 6000 ans d'histoire vous contemplent. Depuis le milieu du XIXe siècle, de nombreuses fouilles archéologiques ont été menées sur l'ensemble du territoire de Cormeilles en Parisis. On estime que les premiers habitants se sont installés à proximité de la Seine autour de 4500 avant Jésus-Christ. Pendant longtemps, Cormeilles demeure un village agricole et viticole, mais les prémices de sa future transformation apparaissent dès le début du XIXe siècle. Alors que les premiers habitants du nouveau quartier Seine-Parisis emménageront d'ici quelques semaines, nous vous proposons de replonger dans près de 2 siècles de transformations qui ont façonné l'identité et l'attractivité du Cormeilles d'aujourd'hui. C'est en 1832 que Pierre-Étienne Lambert, un cultivateur, ouvre la première carrière de gypse et se lance dans la fabrication de plâtre. La petite exploitation familiale devient industrielle un demi-siècle plus tard sous la direction de son petit-fils Jules Hilaire Lambert. L'entreprise se dote successivement d'une briqueterie puis d'une usine à chaux et participe à l'aménagement du Paris haussmannien. Le développement de Cormeilles s'accélère à la fin du XIXe siècle avec l'arrivée du train. À partir des années 1900, la fréquentation de la gare augmente, attirant une population de plus en plus nombreuse et hétérogène. Des ouvriers et des employés, mais aussi des familles bourgeoises et des notables qui font construire de belles villas pour leur résidence principale ou secondaire. Les premiers bâtiments publics voient le jour. Dans le quartier de la Carrière, les premiers logements ouvriers sortent de terre dans les années 1910. 15 cités ouvrières seront ainsi construites le long de la route d'Argenteuil entre 1929 et 1950. La société Lambert Frères et Compagnie est créée en 1908. Dans les années 1900, elle emploie plus de 1000 personnes. La demande en matériaux de construction est très forte du fait de la reconstruction et du développement de la région parisienne. L'usage du ciment remplace progressivement celui de la pierre et de la chaux. La société Lambert s'impose définitivement comme un acteur économique local majeur avec l'aménagement d'une cimenterie et d'un port commercial sur la Seine en 1931. Le site est relié à la Carrière par une petite voie ferrée industrielle qui traverse les champs au sud de la ville. Après la Seconde Guerre mondiale, Cormeilles en Parisis poursuit son essor démographique et urbain. C'est à cette époque que sont construits plusieurs ensembles collectifs ainsi que de nombreux équipements publics, écoles, gymnases et piscines. Durant cette période, l'exploitation de la Carrière continue de jouer un rôle majeur dans le développement économique local. La demande en plâtre est considérable. En 1946, la société Lambert s'associe avec ses concurrents pour créer une nouvelle société, Placoplâtre. Dans les années 1960, la Carrière à ciel ouvert de Cormeilles est l'une des plus grandes du monde. La production annuelle de la cimenterie permet de couvrir un tiers des besoins en ciment de la région parisienne. Mais l'âge d'or de la société Lambert est derrière elle. En 1970, elle cède la cimenterie à la société Lafarge. C'est à cette époque que Cormeilles se transforme véritablement en une banlieue résidentielle à part entière. L'urbanisation du sud de la ville commence avec la ZAC des Champs Guillaume au début des années 80, suivie par celle des Bois Rochefort à partir de l'an 2000. Un corridor végétal, appelé la Coulée Verte, est créé sur le tracé de l'ancienne voie ferrée industrielle. Au milieu des années 80, la société Lambert connaît de graves difficultés financières. Elle disparaît définitivement en 1992, absorbée par la multinationale Saint-Gobain. L'extraction à ciel ouvert s'arrête en 2019 et se poursuit en souterrain. Depuis une quarantaine d'années, la Carrière est emblayée et revégétalisée. Sur les bords de Seine, la production de ciment est délocalisée en l'an 2000. Le site est uniquement utilisé comme port fluvial.
La friche industrielle de 22 hectares est finalement revendue à Bouygues Immobilier en 2017 pour l'aménagement d'un nouveau quartier. Les travaux débutent par la destruction des bâtiments emblématiques de la cimenterie. De la fin du 19e siècle à nos jours, la ville de Cormeilles, dont la population atteint désormais environ 27 000 habitants, a connu une évolution remarquable. L'ancien village rural s'est progressivement transformé en une commune dynamique mêlant patrimoine historique, quartier pavillonnaire, équipements structurants, espaces verts et naturels. 6000 ans après leurs ancêtres, les Cormeillais s'apprêtent à retrouver le chemin de la Seine. Le chantier de construction du nouveau quartier Seine-Parisis a débuté en 2022. L'ancienne friche industrielle a progressivement cédé sa place à des immeubles d'habitation au style architectural affirmé et à une marina de 110 anneaux. L'école de 12 classes accueillera ses premiers élèves en septembre prochain et les premiers commerces ouvriront à l'automne. Labellisé quartier durable et basse consommation, le quartier Seine-Parisis promet de devenir un quartier de vie unique où art de vivre et dynamisme se conjuguent harmonieusement. Grâce à sa localisation au bord de l'eau, il offrira une atmosphère apaisante qui séduira résidents et visiteurs. La reconquête des berges, lieu privilégié de promenades, flâneries et autres loisirs, va encore améliorer un cadre de vie déjà plébiscité par les classements des villes où il fait bon vivre. La naissance de Seine-Parisis va laisser une nouvelle empreinte. L'empreinte, c'est d'ailleurs le nom que la ville a choisi de donner à sa future maison du patrimoine, rue Thibault-Chabran. Du néolithique à aujourd'hui, l'empreinte mettra en valeur l'histoire du territoire. Elle sera dotée d'un parcours ludique et interactif, mais aussi de plusieurs installations audiovisuelles ou immersives. Pensée pour accueillir les scolaires et les familles, son ouverture est prévue en mai 2025. Bien, bonsoir à tous et merci au service communication à l'agence 136 pour ce film. Comme il est de coutume, avant de démarrer ce discours, je vais vous présenter et saluer la présence de quelques personnes. Je vais commencer par Philippe Court, le préfet du Val d'Oise. Cyril Alavoine. Alors, je vais organiser les choses, je cite tout le monde et vous applaudissez tout le monde après. C'est plus simple. Alors, je disais, Philippe Court, préfet du Val d'Oise, Cyril Alavoine, le sous-préfet de l'arrondissement, Emmanuel Morel, le député du Val d'Oise et donc le député de la 3e circonscription, Daniel Fargeot, notre sénateur, un des sénateurs du Val d'Oise, Marie-Christine Cavecchi, la présidente du conseil départemental, il n'y en a qu'une, et ma binôme surtout, Florence Portelli, première vice-présidente de la région et maire de Taverny, Xavier Melki, le maire de Franconville et conseiller régional, Philippe Rouleau, maire d'Herblay-sur-Seine et vice-président du conseil départemental. Alors tous les maires du coin sont aussi vice-présidents de l'agglomération Val-Parisis. Comme ça, je le dis en même temps. Gérard Lambert-Motte, le maire du Bussy-Bouchard et vice-président du conseil départemental. Céline Videcourt, maire de Saint-Prix et vice-président du conseil départemental. Patrice Robin, maire de Villaine-sous-Bois, conseiller départemental et président de l'Union des maires du Val d'Oise. Michel Valade, maire de Pierrelet. Françoise Norman, maire de Beauchamp. Bernard Jamet, maire de Sannois. Jean-Christophe Poulet, maire de Bessancourt. Sandra Billet, maire de Saint-Leu-la-Forêt. Philippe Audebert, maire de La Frette-sur-Seine. Patricia Zès, maire de Frépillon, Milou de Goual, maire de Montigny-les-Cormeilles, et on a tous une pensée pour Jean-Noël Carpentier. Laetitia Boisseau, vice-présidente du conseil départemental et maire adjointe à Taverny. Pascal Seigné, vice-président de l'agglomération Val-Parisis. Malika Arès, conseillère départementale. Manuela Mello, conseillère départementale. Je voudrais saluer aussi Jean-François Renard, conseiller régional et maire de Villers-en-Arthy. Jean-Baptiste Mabin, le commissaire divisionnaire d'Argenteuil. Salvi Vabre, lieutenant chef du groupement territorial du SDIS, et Jean-Marie Limorté, qui est le lieutenant de notre caserne de pompiers. Enfin, je vais juste donner les prénoms. Je voudrais saluer Pascal, Jean-Baptiste, Johan pour la police municipale de Cormeilles et Dominique, Josselin et Pauline pour la police municipale de l'agglomération. Voilà, maintenant vous pouvez applaudir.
Alors, avant encore de commencer ce traditionnel discours qui me permet de faire un point sur la vie de notre commune, je dois vous avertir d'une petite chose importante et d'une mise en garde. Comme les films au cinéma, ce discours a une classification. Cette classification ne se fera pas en fonction de l'âge, il n'est donc pas interdit aux moins de 16 ans. Cependant, certaines parties de ce discours peuvent heurter des âmes sensibles. Il ne convient donc pas aux personnes politiquement trop fragiles. Il arrive parfois que les discours soient tout aussi animés qu'un film de Sergio Leone, mais sans la belle musique de fond d'Ennio Morricone. Une fois cette mise en garde faite, je voudrais aussi préciser que je fais, monsieur le préfet, la différence entre les services de l'État déconcentrés, avec qui nous travaillons très bien, et certaines décisions ou prises de parole faites par des politiques au nom de l'État, où dans ce cas, certains devraient apprendre à tourner cette fois leur langue avant de parler. Non, ça commence pas. Et puisque je viens de faire une allusion au cinéma et au fait de parler parfois trop vite, il y a quelques années, je vous avais annoncé moi-même l'arrivée d'un cinéma. Avec la fougue de la jeunesse, je vous avais même donné une date d'inauguration. Quelle erreur! Quelle erreur de vouloir parfois trop communiquer et trop vite. Comme quoi, rien ne vaut l'expérience. 10 ans plus tard, le cinéma est enfin en construction. Je rassure tout le monde, et je ne donne pas de date d'inauguration, je rassure tout le monde, le théâtre continuera ses diffusions le dimanche après-midi. Et puisque je parle du théâtre du Cormier, je rappelle que celui-ci a été voulu par Lucienne Malhovry, qui l'a inauguré à l'époque en 2006. L'année prochaine, on fêtera donc ses 20 ans. Et je proposais au conseil municipal d'ajouter le nom de Lucienne Malhovry pour la dénomination de ce théâtre. « 2024 aura eu son lot d'événements non prévus, qu'ils soient positifs ou négatifs. On va commencer par le positif. Nous retiendrons la faveur populaire autour des Jeux Olympiques. Nous retiendrons les exploits de nos sportifs et une organisation remarquable, donnant une image de la France comme nous aimerions en avoir plus souvent. Et ça a surtout permis à tous les Cassandres de se taire pendant au moins 15 jours. Il y a aussi de négatif. C'est le lot de tous les maires. D'ailleurs, du fait de certains événements politiques, m'est venu le choix de la citation de la carte de vœux. Je vais vous la rappeler. Une personne intelligente résout un problème, une personne sage l'évite. Cette citation est attribuée au physicien Albert Einstein. L'état d'esprit dans lequel je me trouve, et à mon avis beaucoup de mes collègues, correspond parfaitement à cette situation. 2024 aura été marqué par une nouvelle charge de nos décideurs nationaux contre les collectivités, responsables, selon certains, de l'explosion du déficit et donc de la dette de la France. J'y reviendrai. Reste à savoir quels sont les vrais problèmes, identifier ceux qui les causent, qui essayent de les résoudre, et rêvons, pourquoi pas, qui essayent de les éviter. Une certitude, il est toujours compliqué de demander à celui qui a allumé un feu de bien vouloir l'éteindre. Toute ressemblance avec des personnes ou situations politiques connues sera évidemment fortuite. Ou pas. Dans 14 mois, les Français seront amenés à choisir leur future équipe municipale. Et oui, nous entrons déjà dans la dernière année pleine de ce mandat. Mandat qui aura vu une succession de crises à gérer. De ce fait, nos priorités, nos projets ont dû être revus, réorientés, mais tout en gardant en tête le programme que les Cormeillais avaient choisi en 2020. Comme je vous l'ai dit précédemment, 2024 a vu une certaine classe politique nationale, dont un ancien ministre des Finances, faisant maintenant bénéficier de toute son expérience la Suisse, comme si elle en avait besoin, rabâcher que les collectivités dépensaient trop, lui permettant d'expliquer de manière simpliste l'explosion du déficit français. Je vais donc vous parler de santé. Vous allez voir le lien. Et je vais vous citer le préambule de la loi du 13 août 2004. Je cite « L'État définit les objectifs de santé publique, garantit l'accès collectif aux soins sur l'ensemble du territoire, veille à la continuité et à la qualité des soins. » J'ai beau relire, à aucun moment on ne parle d'intervention des villes dans ce domaine. Ce dernier n'étant pas de notre compétence. Mais dans une France qui a vu grandir Ambroise Paré, Jean-Nicolas Corvisart, Xavier Bichat, René Laennec, Louis Pasteur, n'est-il pas consternant de constater la déliquescence de notre système de santé? Depuis des décennies, les politiques publiques nationales menées par des gouvernements de toutes tendances ont manqué de sagesse en détériorant un domaine où la France excellait.
À vouloir considérer la santé uniquement par le prisme financier, non seulement nos gouvernants ont manqué de sagesse, mais aussi de clairvoyance pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes causés. Évidemment, ces choix ont des répercussions dans les villes. Et même si parfois on aimerait être un village d'irréductibles gaulois, nous subissons cette politique. Deux choix s'offraient à nous. Considérer que cela n'est pas de notre ressort et laisser faire, ou à l'inverse, engager des moyens municipaux pour tenter de trouver des solutions. Avec Nicole Lalas, ma première adjointe et conseillère régionale, que je vais inviter à me rejoindre, comme dirait Jacques Martin sous vos applaudissements. Avec Nicole, vous avez compris que nous avons fait le choix de prendre ce sujet à bras-le-corps. Nous avons donc accompagné la création de la maison médicale du Parisis. Nous avons repris le bail du cabinet des Bois-Rochefort. Nous avons construit un centre médical rue Aristide-Briand, transformé un pavillon rue Malibran. Nous avons un nouveau cabinet rue Simone de Beauvoir et l'ancien poste de police municipale a été réaménagé. Cette année, nous poursuivons notre politique en achetant un local, place Clarissa Jean-Philippe, avec pour l'objectif l'installation de 2 nouveaux médecins en septembre. Et je vais dire comme Philippe Rouleau la semaine dernière, je parle bien de 2 nouveaux médecins, c'est-à-dire sans patientèle à ce jour. Donc ils ne viennent pas avec leur patientèle. Alors oui, la ville a dépensé depuis 2021 3 millions d'euros pour attirer des médecins. 3 millions d'euros pour une compétence qui n'est pas la nôtre. Si la sagesse n'a pas été au rendez-vous des décisions prises nationalement, nous avons eu l'intelligence locale pour trouver des solutions et aider pour cela par la région et par le département. Sans ces 3 millions, 12 généralistes, 1 pédiatre, 4 orthophonistes, 1 rhumatologue, 3 sages-femmes, 1 dermatologue n'officieraient pas dans notre ville. Revenons à l'événement positif marquant de 2024, les Jeux Olympiques. Cela aura été l'année de mon adjoint au sport, Michel Jay, qui va arriver. Ou, comme j'aime à le répéter, cela aurait été le mandat du sport. Cela restera une fierté d'avoir accueilli la délégation japonaise de volley. Et si nous avons été choisis, c'est grâce aussi à notre investissement dans nos infrastructures sportives. Encore une dépense. Et bien sûr, en premier, notre dernier né, notre navire amiral, le centre sportif Gilles Boutantin, qui a ouvert fin 2023. Je ne vais pas vous faire l'énumération de tous les équipements sportifs rénovés ou créés. Je vais juste citer ceux de 2024, le nouveau skatepark grâce au conseil municipal jeune, le nouveau terrain de basket, les nouveaux vestiaires pour le foot féminin. Pour notre ville, une date va rester gravée en 2024, c'est le 19 juillet, où nous avons eu l'honneur d'être une ville-étape pour le passage de la flamme olympique. Vous étiez près de 4000 routes stratégiques pour ce moment magique. Un grand merci à Madame la Présidente du Conseil départemental, ma chère Marie-Christine, pour avoir permis cela, sans oublier les forces de l'ordre pour tout le dispositif mis en place. On associe souvent le sport à la jeunesse, pourtant le sport est multigénérationnel et à Cormeilles, on n'oublie aucune génération. Donc sous la houlette de Nathalie Autobridi. Normalement, ils sont organisés, voilà. Adjointe aux affaires sociales, nous avons ouvert en 2021 l'espace senior qui regroupe les activités, dont la permanence numérique. La création du Conseil des aînés, que je salue parce que je sais qu'ils sont dans leur salle, permet de travailler ensemble sur les thématiques les concernant. C'est d'ailleurs sur leur conseil que le Parisibus a évolué en Val Senior. C'est un dispositif de transport à la demande qui permet à nos seniors de se rendre à leurs rendez-vous médicaux, entre autres, et qui est financé que par la ville. Rien de l'agglo. S'il existe un conseil des aînés, nous avons aussi le conseil municipal des jeunes qui nous entoure, que je salue et qui travaille sur leurs attentes spécifiques. La coordination est bien entendu réalisée par le service jeunesse qui propose différentes structures. Ces différentes structures sont pilotées par Jean-Claude Fauconnier. Qui arrive. Conseiller délégué à la jeunesse. Ces structures se doivent d'évoluer selon l'âge et les attentes fluctuantes de nos jeunes. Entre croque-vacances pour les 11-14 ans, l'été jeune pour les 15-17, les centres de loisirs jusqu'à 12 ans, Claé, Parkland et toutes les manifestations orientées vers les jeunes, nous pouvons objectivement considérer que la ville investit pour sa jeunesse. Et justement, la ville évoluant, nous sommes aujourd'hui 27 320 Cormeillais exactement,
2025 verra le lancement du projet de construction du nouveau centre de loisirs. D'une capacité de 200 places, il complétera celui de la Côte-Saint-Avoie et sera situé derrière le centre sportif Boutantin, avec une ouverture, là je vais donner la date, ouverture programmée à ce jour en 2027. Indéniablement, ce mandat restera celui de l'obtention et de l'ouverture du lycée d'enseignement général dénommé Philippe Kieffer. Cette ouverture vient clore un combat de 10 ans, et il faut savoir le dire et le redire, il a été gagné juste parce que Valérie Pécresse est devenue présidente de la région Île-de-France. Florence, tu pourras transmettre une fois de plus à Valérie nos remerciements. Cette année 2025 verra nos premiers bacheliers estampillés lycée Kieffer, puisqu'on a ouvert les secondes, puis secondes premières. Voilà, cette année, on aura le bac sur Kieffer, et nous attendons avec impatience la décision de l'Éducation nationale sur l'ouverture des classes post-bac. On n'a pas encore la réponse, c'est pour ça que je dis ça. Les villes ont la responsabilité des conditions de l'instruction primaire, sous la responsabilité de Patricia Rodriguez. Le budget scolaire est le plus important de la ville. Car si Nicole a dépensé 3 millions d'euros en 3 ans, Patricia, elle, en dépense 6 par an. Millions. Quand je dis que la ville a sous sa responsabilité les écoles primaires, c'est vrai, mais précisons quand même que nous ne déciderons évidemment pas des programmes et que nous n'embauchons pas encore les enseignants. Cela reste aujourd'hui le rôle de l'éducation nationale. J'en profite pour remercier sincèrement les enseignants qui œuvrent au quotidien toute l'année et les enseignants qui ont chanté tout à l'heure. Il y en a beaucoup. Je suis parti du lycée pour arriver aux écoles élémentaires, je vais donc arriver tout naturellement aux crèches. Ce secteur est administré par Frédéric Bachelier. Ce secteur aura à nouveau connu un bel essor au cours de ce mandat. Après être passé de 100 à 200 berceaux pendant les 2 derniers mandats, nous sommes aujourd'hui à 250, puisque la 5e crèche dénommée Les Petites Canailles a ouvert ses portes en octobre dernier. Et une 6e crèche ouvrira en 2026, ce qui portera à 300 le nombre de berceaux sur la ville. Jeunesse, scolaire, petite enfance, c'est le cœur de notre politique. Et puisque, paraît-il, les collectivités dépensent trop, moi j'assume de mettre plus de 13 millions d'euros par an dans une politique qui prépare l'avenir. Vous pouvez, hein. Pour ceux qui suivent l'actualité de la ville, vous savez qu'une fois par an, j'organise ce qu'on appelle un maire en direct sur un réseau social et je tente de répondre aux questions des Cormeillais en direct. Exercice démocratique s'il en est. Et ça me permet surtout de ressentir et de voir les sujets qui vous préoccupent. Et pour le coup, la dernière fois a été marquée par un sujet qui a monopolisé les 3/4 des questions. Le sujet, la voirie. Et le stationnement. Autrement dit, la bagnole. Je dis la bagnole car au final, il n'y avait aucune ou presque question sur ce qu'on appelle les mobilités douces. Ça justifie donc pleinement d'avoir un élu dédié à ce sujet, Patrick Joly. Qui ne veut pas se montrer? Ah si. Il arrive en vélo, ouais. Si je fais un raccourci, la principale question était: quand est-ce que ma rue sera refaite? Alors, pour les plus assidus et ceux qui étaient déjà là en 2009, lors de ce discours de 2009, je vous avais annoncé un rapide calcul. 77 km de voirie, 1 000 € le mètre pour la rénovation, budget de 1 million d'euros par an. Il fallait donc, en 2009, 77 ans pour refaire une rue. Normal. C'est des maths. J'ai une bonne nouvelle. Nous disposons maintenant d'un budget de 2 millions d'euros par an. J'ai 2 mauvaises nouvelles. Le coût de la rénovation est passé de 1 000 à 1 600 € le mètre. Et nous n'avons plus 77 km de voirie, mais 79. Mais, si je reprends le calcul, je peux vous annoncer fièrement que le délai moyen pour refaire une route est donc passé de 77 à 63 ans. Et comme je n'ai pas de planche à billets dans la cave, et que de plus il paraît qu'on dépense trop,
Ouais, je sais que c'est répétitif, mais c'est le fil rouge en fait. Nous continuerons de refaire les voiries à notre rythme. Pour le stationnement, en 2024, on a décidé quelque chose de révolutionnaire, qui nous a valu une avalanche de critiques et aussi de félicitations. La révolution, c'est qu'on a décidé de contrôler la zone bleue mise en place en 1996. Depuis des années, les utilisateurs et les commerçants se plaignent de cette zone bleue, inefficace, car beaucoup de voitures y restaient toute la journée. Bah oui, on est en France. Quoi de plus simple que de tourner le célèbre disque bleu toutes les 90 minutes sans bouger la voiture? Même si c'est illégal. Après avoir tenté la méthode douce, en faisant appel au civisme des utilisateurs du centre-ville, force a été de constater que notre appel est resté lettre morte. Alors, on s'est donc décidé à changer notre mode de contrôle et de faire appel à une nouvelle technologie. Évidemment, nous sommes dans une société où tout changement de notre quotidien nous rapproche immanquablement de la fin du monde, dans des souffrances insupportables. Qu'avons-nous entendu? Parfois des mêmes qui demandaient ce contrôle. Alors pour le fun, je vais vous faire un bilan après 4 mois de fonctionnement. En septembre 2024, il y avait 400 véhicules par jour stationnés dans le centre-ville, dont certaines ne bougeaient pas. 4 mois plus tard, nous avons 500 rotations par jour. Je rappelle juste que notre ville est une des rares où le stationnement en son centre demeure gratuit. On a juste changé le mode de contrôle. Si on dépasse ces tracas quotidiens liés à la voiture, le cadre de vie d'une ville dépend aussi de son environnement, de ses espaces verts, des jardins privatifs. Nous avons la chance, malgré les spécialistes grincheux autoproclamés des réseaux sociaux, de vivre dans une ville où les espaces verts sont nombreux et protégés. Et ce n'est pas Dominique Méance, notre adjoint développement durable, qui va me contredire. Entre la prolongation de la coulée verte, l'ouverture du parc Chabran-Thibault, la création du parc en centre-ville qui ouvrira au printemps de cette année, sans oublier la sanctuarisation de notre forêt en zone inconstructible, vous pouvez constater notre engagement. Et quand je dis notre, je vais associer le département, je vais associer la région, je vais associer l'État, puisque l'État participe au parc du centre-ville, la région participe évidemment au parc Chabran-Thibault, et le département participe au parc Schumberger. Voilà. Donc on a 4 entités différentes qui permettent cela. Mais l'environnement, c'est aussi l'affaire de chacun. Comme le fleurissement de la ville, car si nous avons à nouveau décroché la 3e fleur au concours régional des villes fleuries, c'est grâce, bien sûr, au service des espaces verts que je félicite, mais c'est aussi grâce aux particuliers et à la beauté de leurs jardins. Aidés pour cela par le concours des jardins et balcons fleuris, organisé conjointement avec l'association Avenir Horticole. Je salue la présidente dans la salle. D'ailleurs, avec 150 associations sur la ville, dont le suivi est assuré par Sandra Texera. La ville de Cormeilles a une vie associative riche. Les associations sont indispensables à la qualité de vie. Et comme je le dis souvent, la ville pourrait mettre tous les moyens, elle ne pourrait rien faire sans les bénévoles. Donc un grand merci à vous pour tout le temps donné. Le cadre de vie ne serait pas ce qu'il est sans sécurité. Depuis quelques années, il n'y a plus d'adjoint chargé dans ce domaine. J'assure moi-même le suivi des actions de la police municipale, intercommunale et le lien avec la police nationale. J'appelle ça le circuit court. La sécurité. Devoir régalien de l'État s'il en est. Mais qui pourtant est devenue une dépense municipale qui augmente constamment depuis 2 décennies. Devoir régalien de l'État est pourtant aujourd'hui 10% de votre taxe foncière est dédié à la police municipale. Devoir régalien de l'État et pourtant j'ai multiplié par 3 les effectifs de la police municipale en 15 ans. Devoir régalien de l'État qui fait que les maires de l'agglomération Valparaïsie ont décidé de créer une police municipale mutualisée de nuit. Si les collectivités dépensent trop, n'est-ce pas aussi parfois pour pallier des lacunes évidentes de l'État dans ces domaines de compétences? Pour autant, on ne peut pas résumer la sécurité uniquement au nombre de policiers, fussent-ils municipaux, intercommunaux ou nationaux. La non-réponse judiciaire, quelles qu'en soient les causes, est devenue un problème à résoudre, puisqu'on n'a pas été assez sage pour éviter le problème en amont. Il faut mettre fin au dogmatisme anti-prison, où la punition n'est ni assurée, ni assumée. Cette politique est un échec, et ce sont les victimes qui la subissent. Les primo-délinquants, forts d'une immunité de fait, sont encouragés à poursuivre leur carrière de délinquant. Il faut sanctionner et assurer l'exécution des peines dès la première infraction,
Oui, il faut créer de nouvelles places de prison et remettre en place les courtes peines. Pour cela, il faut une volonté et des moyens, et jusqu'à présent, on a surtout manqué de volonté. L'intérêt général dans ce domaine commande de changer de logiciel, et j'espère que les nouveaux ministres en sont dedans. Je me permets de saluer évidemment les forces de l'ordre, que ce soit police nationale, police municipale, police intercommunale, auxquelles j'associe les pompiers pour tout le travail qu'ils font au quotidien sur le terrain. Vous pouvez les applaudir. Sur cette première partie de discours, je vous ai parlé des dossiers de la ville et en filigrane fait le lien avec le budget. Permettez-moi donc de revenir sur ce sujet. Avec Gilbert Ayu, mon adjoint aux finances, avec Gilbert, nous avons donc suivi avec attention l'évolution des prises de parole concernant l'explosion du déficit de la France. La France a un déficit annuel de 175 milliards d'euros en 2024, amenant une dette qui dépasse le chiffre astronomique de 3 300 milliards. Au-delà de la simple énumération des chiffres, le discours tenu par certains, autoproclamés les Mozarts de l'économie, relève soit de l'incompétence, soit de la mauvaise foi, soit d'un manque de courage. Il ne faut évidemment pas exclure que ce soit les trois à la fois. Pour certains anciens ministres ou jeunes premiers ministres, les responsables sont tout trouvés. Le déficit explose du fait de l'inconséquence des collectivités et de l'explosion de leurs dépenses. Explosion des dépenses. C'est sûr que si je ne devais pas m'occuper de la santé et de la sécurité, j'aurais déjà économisé 10 millions d'euros en 3 ans. Explosion des dépenses. C'est sûr que si nos parlementaires n'avaient pas eu la superbe idée d'ôter à la France la maîtrise du prix de son énergie pour indexer le prix de l'électricité au prix du marché de gaz, nous n'aurions pas eu en 2023 une telle envolée des prix sans cette lumineuse idée. Explosion des dépenses. C'est sûr que s'il n'y avait pas le racket par les compagnies d'assurance qui augmentent de 100% les contrats des villes, on dépenserait moins. Toujours selon ces Mozarts de l'économie, les collectivités sont donc de fait responsables de l'explosion de la dette. Vraiment ? Je vais vous projeter un petit graphique. J'aime bien les graphiques. Qui montre l'évolution de celle-ci. Les collectivités représentent 9% de l'endettement total. Et quand je dis collectivité, c'est toutes collectivités confondues. Les villes, c'est 4%. Et je rappelle juste que les villes, quand elles empruntent, c'est uniquement pour investir. Contrairement à l'État, on n'emprunte pas pour rembourser la dette. Parlant de virtuose de l'économie, avec Gilbert, il est où Gilbert ? Il est là. Vous savez qu'on suit le budget ligne par ligne. Malgré tous les chocs qu'on subit depuis 2014, il faut rendre à César ce qui est à César, ça a quand même démarré en 2014 avec François Hollande. Nous avons investi 60 millions de travaux en 5 ans. Et nous, on a réussi à baisser notre dette de 26 à 21 millions d'euros dans le même temps. Si les virtuoses nationaux souhaitent des cours d'économie et de finances publiques, nous nous tenons à leur disposition et ce n'est pas la peine d'aller jusqu'en Suisse. Pour conclure ce volet financier, ce petit coup de gueule, je souhaite soumettre à la réflexion de notre nouveau et futur ex-premier ministre le raisonnement suivant. Non mais quoi qu'il arrive, un Premier ministre, un futur ex-Premier ministre, tout est une question de délai, il n'y a rien là-dedans, vous le prenez comme vous voulez. Est-ce normal que tous les habitants d'une ville ne supportent pas de façon équitable le coût des services des infrastructures d'une ville ? Que nous soyons propriétaires ou locataires, nous empruntons les mêmes routes, nos enfants vont à l'école, ils prennent leur repas à la cantine, bénéficient des mêmes équipements culturels et sportifs. Pourquoi certains sont exemptés d'une participation financière et pas les autres ? Le locataire d'une habitation de 100 mètres carrés a-t-il moins de moyens que le propriétaire d'un appartement de 50 mètres carrés ? Je le dis, je l'affirme à nouveau, la suppression de la taxe d'habitation est injuste et démagogique. En réalité, peu importe le droit que nous avons sur notre bien immobilier, que ce soit locatif ou un acte de propriété, c'est le fait de résider dans la ville qu'il faut prendre en compte. Il est donc préférable de réinventer une taxe de résidence, payée aussi bien par les propriétaires que par les locataires, avec une partie évidemment indexée sur le revenu. Évidemment, cet impôt de résidence supprimerait et remplacerait l'ancienne TH et l'actuelle taxe foncière, et s'appliquerait à toutes les résidences.
Ne serait-ce pas plus logique, plus simple et surtout plus juste? J'ai de la mémoire, lorsque le président de la République s'est adressé aux maires lors du congrès de l'Association des maires de France en 2021, il a insisté sur le rôle crucial des maires et des villes lors de la crise sanitaire, comme il avait insisté sur notre rôle pendant la crise des Gilets jaunes. D'ailleurs, c'est une constante de souligner notre rôle uniquement quand on a besoin de nous. Ce sont des belles paroles, mais qui pour autant n'ont pas donné suite. Pourtant, le maire demeure aujourd'hui l'autorité démocratiquement élue issue des habitants de la commune. Et aujourd'hui, je pense que le maire est devenu le vrai couteau suisse de la démocratie. C'est bien les belles paroles, mais ça ne suffit plus. Laissez-nous les quelques moyens qui nous restent en propre. Sinon, à quoi sert la décentralisation? Est-elle devenue une chimère ou une gageure? Et pour résumer ma pensée, de manière un peu plus triviale, je dirais à tous les responsables nationaux, foutez-nous la paix. Je vais maintenant aborder 3 sujets majeurs pour notre ville en cette année 2025. Seine-Parisis, le PLU et pour finir le patrimoine. 2025 sera donc l'année où les premiers habitants emménageront dans le nouveau quartier Seine-Parisis. C'est d'ailleurs le thème du hors-série que vous avez trouvé sur vos chaises. Pour les anciens Cormeillais, on se rappelle tous de l'ancienne usine de plâtre qui rendait parfois nos toits blancs malgré l'absence de neige. Transformer une friche industrielle en une marina habitable n'a pas été un long fleuve tranquille. Et nous avons découvert les joies de la complexité administrative française. Je remercie sincèrement les différents préfets et sous-préfets qui se sont succédés pour nous aider à réaliser ce quartier. Preuve s'il en est que le partenariat existe entre les services de l'État déconcentrés et la ville, et ce n'est pas ironique. Certains, par démagogie, auraient créé un grand parc de 10 hectares. Il est vrai que la ville pouvait sans souci mettre 50 millions d'euros pour créer le parc. Là, pour le coup, on aurait pu parler de gabegie financière. Le nouveau quartier de 1250 logements répond aux besoins et aux obligations de construction de logements. Le projet, lancé en 2009, est suivi par Nicole depuis plus de 10 ans. Et je vous assure qu'il faut une certaine constance et pugnacité pour défendre notre vision d'aménagement. Un grand merci aussi à l'aménageur et à l'architecte qui nous suivent dans ce projet. 1250 logements, commerces, écoles, crèches, marina, tout cela à la place d'une ancienne usine et en 15 ans. C'est un bel exploit et donc bienvenue au futur Cormeillais. À noter pour l'œuvre de restauration, un restaurant flottant est en cours de construction. Sur 2 étages, vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur la Seine. Je ne sais pas quand il arrive. Il est passé. Non, mais en photo, mais sur la Seine. Il est en cours de construction. La nouvelle école, construite avec des pierres de taille venant de la carrière de la vallée de l'Oise et de Fontvieille, ouvrira ses portes en septembre. Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Comme on en a pris l'habitude, nous avons lancé une consultation. Vous avez été 500 à y répondre. La finale se jouera donc entre l'école des frères Lambert, site historique, ou l'école des petits mariniers. C'est à vous de jouer, le sondage est en ligne. L'arrivée de ce quartier coïncide avec la modification de notre plan local d'urbanisme. La révision arrive enfin à son terme et l'application du nouveau PLU devrait se faire cette année. 3 objectifs principaux. Permettre la création de la plaine agricole et forestière au sud de la ville, permettre l'évolution du quartier de la Gare pour répondre à la demande de logement, en échange, protéger les quartiers pavillonnaires en limitant au maximum leur constructibilité. Pour revenir sur le quartier de la Gare, ce n'est pas un projet nouveau, parce que c'est même Madame Mallory qui l'avait lancé au milieu des années 90, et ça fait des années que l'on souhaite créer un véritable centre-ville. Ça me permet de repréciser une chose, et comme il y a quelques promoteurs dans la salle, non, il n'y aura aucune expropriation. Tout se fera au fil de l'eau. Depuis 16 ans que je suis maire, j'ai appris une chose, la patience. Dernier sujet, et sans doute l'un de ceux qui me tient le plus à cœur, l'histoire, et particulièrement celle de notre ville. Ce serait idiot d'ignorer 6000 ans d'histoire lorsque l'on se targue d'être le berceau de l'Île-de-France. Je vous rappelle qu'on s'est autoproclamé berceau de l'Île-de-France. Quand même beaucoup plus simple. Avec l'empreinte, 6000 ans d'histoire vous contemplent, comme aurait dit un certain Napoléon. Ce projet a été lancé par Stéphane Guiborel. Adjoint à la culture. Qu'est-ce que l'empreinte ? L'empreinte sera une maison du patrimoine Cormeillais qui ouvrira à partir de la fin mai 2025.
Comme l'indique son slogan, 6000 ans d'histoire à partager, le but de cet établissement est de faire connaître à tous l'histoire de Cormeilles et de son territoire. Les populations qui s'y sont installées depuis le néolithique, les grands, les petits événements qui ont rythmé son évolution et la transformation progressive de ses paysages. Organisé sur 300 mètres carrés, le parcours permanent de l'empreinte se basera sur les collections des archives municipales et associatives, notamment le Vieux Cormeilles, mais aussi sur les collections d'origine privée. Outre le parcours permanent accessible toute l'année, l'empreinte proposera un programme d'activités varié. Je sais que les férus d'histoire et d'étymologie sont nombreux, je vais donc vous rappeler que le nom de Cormeilles vient de l'arbre nommé cormier. Et Parisis vient évidemment du nom de la tribu gauloise, d'une des premières tribus gauloises, Parisii. D'où le quartier Seine-Parisii, si vous faites le lien. Les fouilles au bois Rochefort ont confirmé la présence d'un village gallo-romain du IIe siècle. Et le nom de notre ville est cité pour la première fois en 697 dans une charte du roi mérovingien Childebert III. Ce roi, descendant des Clovis, a régné de 695 à 711. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais si on s'est auto-proclamé berceau de l'Île-de-France, on est officiellement le berceau du Val d'Oise. Je crois que je vous le dis tous les ans, mais au cas où, peut-être en 365 jours, on peut oublier. Et donc ce serait bien dommage que ça ne se sache pas. D'autant que la ville possède deux joyaux architecturaux, l'église Saint-Martin du XIIIe siècle et le fort de la fin du XIXe, que je vous encourage à visiter si vous n'y êtes jamais allé. Pour évoquer un autre joyau, certes plus modeste, mais tout aussi précieux, et sous la responsabilité de Jérôme Thierry, l'adjoint au patrimoine. Cette année débutent enfin les travaux de la restauration du lavoir du Chesnay. Le lavoir du Chesnay et de la place Cauchois est un lieu de vie incontournable, où les habitants se retrouvaient à l'époque pour bavarder et échanger des nouvelles. C'était un peu le réseau social de l'époque. C'est en 1518 qu'est mentionnée pour la première fois la fontaine du Chesnay. Elle fait alors partie des biens donnés à la communauté par les religieux de l'abbaye de Saint-Denis. Aujourd'hui, si l'ensemble de la machine hydraulique est asséché, la source, elle, est toujours là. Le projet consiste donc à sa remise en eau. Pour financer les travaux, une souscription a été ouverte. Il n'est pas trop tard pour y verser son obole, en plus de la subvention du département, bien sûr. On avait déposé le dossier il y a longtemps. Depuis 6000 ans, notre ville a évolué, elle évolue et elle évoluera. Un maire, par nature, est critiqué pour les évolutions qu'il apporte à la ville. Mais si on prend un peu de hauteur, le rôle d'un maire et de l'équipe municipale est de faire en sorte que les Cormeillais disposent des équipements nécessaires et utiles à leur vie. Pour pouvoir réaliser autant de projets, il faut une équipe. Il y a les adjoints et les délégués que j'ai cités, mais c'est l'ensemble du conseil municipal qui œuvre pour faire avancer Cormeilles. J'invite donc l'ensemble du conseil municipal à nous rejoindre. Normalement, ça tient. Non, ça doit tenir. Une équipe d'élus, c'est bien, mais rien ne pourrait se faire sans les services de la ville. Du directeur général à l'animateur, du policier municipal au directeur financier, de l'auxiliaire de puériculture à l'ingénieur bâtiment, des agents d'entretien au personnel d'office. Ce sont près de 470 agents qui, au quotidien, remplissent une mission essentielle, celle du service public. Merci à eux de nous accompagner et surtout parfois de nous accompagner dans nos folies. Merci à vous. Je ne peux évidemment pas oublier les services de la communauté d'agglomération Valparisis. Cette communauté d'agglomération qui permet de réaliser des projets que nous ne ferions pas seuls. 2024 sera évidemment marqué par la livraison de l'Aquaval à l'Ismia, un équipement olympique qui remplace les deux anciennes piscines de Taverny et de Saint-Leu-la-Forêt et qui a accueilli en 7 mois 135 000 visiteurs. Enfin visiteurs, ils ont payé. 135 000 entrées. 2025 sera la dernière année de l'important plan de rénovation de l'éclairage public. Les 15 communes seront 100% LED d'ici la fin 2025. Pour Cormeilles, ce déploiement se terminera le 31 janvier. Il permettra une baisse de consommation de 72%. Je peux vous annoncer qu'à compter de ce soir, il n'y aura plus de coupure nocturne.
ce qui devrait régler le petit souci de baisse de luminosité qui apparaît des fois à 19 ou 20 heures, puisque c'est à cause de la coupure nocturne que nos horloges n'arrivent plus à se synchroniser. Et ça est arrivé dans toutes les villes au moment où on a changé les LED. 2025 verra aussi une police mutualisée au complet. L'objectif de 31 agents est atteint, permettant de démultiplier les effectifs sur le terrain. Toute notre politique a un but, faire en sorte que les Cormeillais se sentent bien dans leur ville. Toutes les enquêtes diverses et variées placent Cormeilles dans les premières places des palmarès des lieux où il fait bon vivre. Autant en être fiers. Nous arrivons à un stade où la création d'équipements va s'arrêter pour passer au temps de l'entretien et de l'embellissement de notre patrimoine. Et quitte à prendre encore un peu plus de hauteur, imaginez un instant l'immensité de l'univers. Cette étendue infinie qui nous entoure et qui abrite d'innombrables étoiles, de galaxies inexplorées et de mystères non résolus. Notre Terre, si petite, abrite nos joies, nos peines, et c'est sur ce petit point bleu que nous construisons nos vies, nos rêves et nos espoirs. Ça y est, j'ai pas fini. Face à la grandeur de l'infini et à l'échelle du temps cosmique, notre existence humaine semble bien éphémère. Cela doit nous rappeler à quel point chaque instant est précieux et combien il est essentiel de cultiver des liens solides autrement que derrière un écran. Là, par contre, vous pouviez. Pour cette nouvelle année, je vous propose donc de méditer sur cette vérité. Tant que nous sommes là sur cette petite planète, autant choisir de nous respecter et de nous rassembler. L'année qui s'ouvre est une nouvelle occasion d'explorer des horizons encore inconnus. Rêvons grand et avançons ensemble. Que la curiosité et la soif de connaissance nous guident, tout comme les étoiles nous guident la nuit. Le cosmos nous rappelle que nous sommes qu'une partie d'un tout, mais ça nous rappelle aussi que chaque étoile brille de son propre éclat. Alors tout simplement, joyeuse année à chacun d'entre vous. Et je vous invite à rejoindre votre place. Voilà, ça revient. Alors depuis l'année dernière, on a créé la médaille du bénévolat sur Cormeilles. Et on a décidé de remettre une médaille de bénévolat par thème chaque année. Je vais chercher les fiches. J'appelle Nadine Tardieu. Nadine, alors déjà vous êtes cormeilleuse depuis 40 ans. C'est déjà un bel exploit. Vous avez travaillé toute votre carrière chez EDF, GDF, mais c'est pas pour ça que vous recevez une médaille. Enfin, en tout cas, pas celle-là. Vous êtes surtout une bénévole active de l'épicerie sociale, qu'on appelle Alépi. Et vous y passez un certain nombre de temps, pour ne pas dire d'heures, de semaines, à l'épicerie sociale. Et vous aviez toujours voulu rejoindre une association à taille humaine. Et ça fait vraiment partie des associations, on ne souhaite pas qu'ils se développent de trop, on sait pourquoi. Et donc, pour cela, ça fait plus de 10 ans que vous êtes à l'EPI, maintenant, je vais vous remettre, ah c'est mignon ça, merci, la médaille du bénévolat. Tout d'abord, merci pour cette reconnaissance qui me touche. Là, comme ça, c'est mieux. Bon. Alors, tout d'abord, merci pour cette reconnaissance qui me touche. Mais je voudrais dire quand même quelques mots sur l'épicerie sociale, où nous accueillons les personnes en difficulté. Effectivement, lorsqu'on est bénévole à l'épicerie sociale, ça représente beaucoup d'heures de travail, ce qui est normal puisque c'est une épicerie, avec des clients, avec de la marchandise, avec des normes de sécurité et d'hygiène à respecter. Mais la différence avec une autre épicerie, c'est que nous, la marchandise, on ne nous la livre pas. Nous devons aller 4-5 fois par semaine dans les magasins de la ville et des alentours chercher la marchandise. Nous devons également aller 2 fois par mois à Gennevilliers, à la banque alimentaire, chercher des produits et faire 2 collectes par an pendant 2 week-ends où nous devons trouver plus de 100 bénévoles pour nous aider à collecter dans les magasins. Ce qui représente beaucoup de marchandises à manipuler.
Je crois qu'à la louche, ça fait 90 tonnes par an. Et puis, ça fait aussi beaucoup de marchandises à trier, à compter, à stocker, à rentrer en informatique, à remettre dans les rayons pour les jours où nous accueillons nos clients, 3 fois, pardon. Excusez-moi. Nous devons également maintenir un relationnel avec tous ces magasins qui nous accueillent, ainsi qu'avec les services sociaux avec qui nous travaillons, et bien sûr toutes les associations, toutes les administrations qui nous aident, dont la mairie qui nous aide beaucoup. Mais tout ça, nous avons aussi du secrétariat, de la trésorerie, de l'administratif, enfin, c'est très lourd. Mais tout ça se passe très très bien, dans une excellente ambiance et avec des clients relativement satisfaits et reconnaissants. Donc ce soir, cette médaille, je voudrais la partager avec tous les bénévoles, parce que si on réussit, c'est grâce à l'implication journalière de vous tous. Donc je ne peux pas la partager ce soir, donc je vais vous demander de les applaudir tous très fort. Alors, restez avec moi. J'appelle Pascal Gilles. Pascal. C'est en 1974 que Pascal intègre la section escrime de la CSC. C'est un anniversaire en fait. Oui. Un an près. Tireur émérite, il prend quelques années plus tard le poste de trésorier. En décembre 1995, il organise avec ses amis escrimeurs le premier Téléthon cormeillais. Et c'est tout naturellement qu'il y a à peu près 15 ans, il prend la présidence de la section après le départ du président. Certains connaissent. Il a su perpétuer le dynamisme de la section en continuant d'organiser de nombreux événements. Il est toujours présent pour le Téléthon, le tournoi des rapières, le tournoi des jeunes et le tournoi sabre laser plus récemment. Il a ouvert une section handisport et permis à Cassiopée Bourgine de faire partie de l'équipe de France paralympique dans les meilleures conditions possibles. Bénévole jusqu'au bout, il est, en plus de son métier et du sport, administrateur de l'association École Huma qui promeut des communautés professionnelles d'enseignants et de personnel de direction. T'es proviseur, hein, c'est ça? Oui. Il faut le dire, il est proviseur de lycée aussi. Non, maintenant je suis inspecteur. Oh là, on le dit pas, ça. Ah, il a monté, il est monté. Avant, il travaillait, il était proviseur. Passionné des questions éducatives, il est actuellement administrateur et membre actif de l'association, je viens de le dire, École Huma. Eh bien, pour tout ça, la médaille de bénévolat quand même. Merci beaucoup, monsieur le maire, merci beaucoup, et toutes vos équipes plus particulièrement. Je vais dire la même chose, mais je crois qu'on est tous... il faudrait la découper en plein de petits morceaux, comme souvent aux Jeux Olympiques ça se fait. Et donc merci à tous ceux qui ont participé au succès du club d'escrime, et je mettrai tous les bénévoles, tous les tireurs, mais aussi mes proches, parce qu'être bénévole, c'est aussi pouvoir compter sur des proches qui nous permettent de le faire. Voilà. Merci à tous les proches des bénévoles. Merci. J'appelle Marie-Thérèse de Vauchel. Déjà, Marie-Thérèse, je te remercie d'être venue. J'avais un doute. Parce que, bon, elle ne voulait pas être là, en fait. Bon, depuis 1993, il y a 30 ans, après ton activité professionnelle dans social, auprès d'adultes et d'enfants handicapés, Monique Faget, présidente de l'association La Montagne au Certsous, te propose de participer aux diverses manifestations de l'association. C'est ainsi qu'elle participe aux activités de l'ESAT de Cormeilles. Depuis 25 ans, Marie-Thérèse fait également partie de l'association des donneurs de sang. Elle est membre du bureau de l'association des anciens combattants, UNACITA, et secrétaire des médaillés militaires. Et elle a été conseillère municipale, si ce n'est pas un dévouement ça. Et comme elle s'ennuyait un petit peu, elle est aussi membre du CCAS. Voilà. Je parle pour toi là ou pas? C'est ça, tu ne veux pas prendre la parole, hein, c'est ça. Donc elle veut vraiment que je souligne, mais comme vous venez de le faire, que cela reste avant tout l'engagement de plusieurs et d'une équipe et que seul on ne peut rien faire.
J'ai cité Monique Faget, j'appelle donc Monique Faget. Alors Monique Faget, pour la petite histoire, aurait dû recevoir la première médaille du bénévolat l'année dernière. Mais madame a décidé de déménager, donc ce jour-là. Voilà. Voilà. Monique, 50 ans de bénévolat. Scout de France, cheftaine Louveteau, fin des années 60, début des années 70. Elle a été aussi enseignante, ça c'est pas du bénévolat, à Cormeilles de 1972 à 2010, sur Cormeilles. Administrateur, puis présidente de l'association La Montagne aux Cerfs-Sources depuis 1984. C'est dans l'autre sens, mais c'est pareil. C'est pareil. Par contre, tu n'as pas changé, toujours directrice d'école, hein. Ça n'a pas changé là-dessus. Hein. Voilà. 20 ans de son et lumière, c'est bon ça? Et 40 ans de brocante. La brocante sur la route stratégique, c'est elle. Monsieur le maire de Franconville, c'est elle. Désolée. Pour que l'établissement La Montagne ne soit pas isolé sur la commune et que les travailleurs et les résidents handicapés aient un petit truc en plus. Bénévole pour le Téléthon depuis qu'il existe. Parce que je suis amie de Pascal Gilles. Puisqu'ami de Pascal Gilles, chevalier de l'Ordre national du mérite. L'engagement au service des autres est un moteur dans son existence, et c'est bien connu, seul on avance plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors après la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite, tu vas recevoir la médaille du bénévolat de Cormeilles. Merci. Est-ce que tu veux dire un mot? Tu l'as dit, donc... Attends. Hop, micro là. Alors, si la médaille était en chocolat, je pourrais la partager. Mais je pense qu'elle va rejoindre celle de la ville que j'ai eue quand je suis partie à la retraite. Et que, ma foi, il l'a dit, seul on avance plus vite, ensemble on avance plus loin. Je souhaite, moi, que nous avancions le plus possible, ensemble, très loin. Une dernière médaille du bénévolat, j'appelle Martial Rémy. C'est ça. Martial, plombier couvreur de profession au départ, il a choisi à 18 ans de s'engager dans l'armée. Après 3 années de service, il part pour la guerre d'Algérie où il est décoré de la Croix de guerre. En 1977, il se voit attribuer la médaille militaire, une distinction prestigieuse, et après son retour, il reprend sa carrière dans le bâtiment et rejoint par la suite en 1989 la mairie de Cormeilles en Barésie. Je n'étais pas maire. D'abord agent d'entretien, tu deviens gardien d'Émile-et-Pré, un poste qu'il occupe pendant 10 ans avant de partir à la retraite dans les années 2000. En 1997, élu à l'unanimité président des médaillés militaires. En avril 2017, décoré de la Légion d'honneur, reconnaissance de tout son parcours dédié à la France. Ce qui tient particulièrement à cœur, et qui veut absolument que je dise, c'est de mettre en lumière l'importance des porte-drapeaux. À ses yeux, ces hommes ne se contentent pas de porter un drapeau, ils incarnent la persévérance, la loyauté et le respect. Son engagement tant militaire que civil a toujours été guidé par le souci de l'autre et l'idée que l'entraide doit primer bien au-delà des distinctions. Voilà. Est-ce que tu veux dire un mot? Rapide, comme tu veux. Allons-y. Il y a bien longtemps, monsieur le maire, que j'ai le plaisir de faire votre connaissance. Je pense que vous aviez 18 ans le premier temps. C'est toujours avec un grand plaisir que je réponds à vos appels que vous nous convoquez pour toutes les fêtes nationales que nous tenons absolument à commémorer. Chez nous, la médaille militaire, c'est une affaire de famille. En fait, c'est Napoléon Ier qui a fait la Légion d'honneur, mais il l'a fait, cette Légion d'honneur, pour les puissants, le plus grand. Et puis, il y a son neveu qui est arrivé après. En 1852, c'était Napoléon III, qui lui a décidé de faire quelque chose pour les médaillés militaires, pour les pauvres gens, les gens qui revenaient, à qui manquait un membre, les gens qui n'avaient plus de travail. Et il a créé la médaille militaire pour les petits, pour les sans grade. Et puis, il
a donné une rente. À ce moment-là, c'était 100 francs or. Maintenant, ça a diminué un petit peu, parce qu'on arrive quand même par an à 4,40 €. On fait avec ce qu'on a. C'est pourquoi je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous demander de faire, pour vous faire appel à votre bon cœur quand nous faisons des quêtes pour nos jeunes soldats qui sont blessés eux aussi, parce que la douleur n'a pas d'âge. Alors voilà, on a une chose qui est à nous, c'est ce fameux drapeau dont je parlais, monsieur le maire, parce que ce sont des garçons qui ont leur place ici, pas ma place à moi. Moi, j'ai rien à faire ici. Parce que quand on voit, j'ai l'habitude de dire que quand on voit un drapeau dans une cérémonie, on dit tiens, Corbeil est là, ou tiens, les délégués militaires sont là. Mais si on ne voit pas le président, les gens s'en moquent. Donc, moi, je suis là, disons, pour les représenter. Et avec votre permission, monsieur le maire, je me permets de dédier cette médaille à mes camarades. Merci. Alors là, ça va peut-être être une surprise, enfin pas une surprise, mais on ne sait pas s'ils sont là en fait. Est-ce que Manon, Elisabeth et Mathias, Agathe est là? Sont là, en l'occurrence. S'ils ne sont pas là, je suis mal. Levez la main. Ils arrivent. Ils arrivent d'où? Ah, voilà, c'est bon. Vous pouvez les applaudir en avance, vous allez expliquer pourquoi je les appelle. Ils vont recevoir la médaille de la ville. Parce que le 15 juin dernier, vous ne connaissiez pas à la base, on est d'accord? Enfin, peut-être que vous ne connaissez pas plus, mais bon. Une dame au volant a fait une attaque cardiaque vers la gare. Voilà. Et les deux personnes que vous voyez ont ont fait tout ce qu'il faut et tous les gestes qu'il faut pour sauver cette personne, et cette personne a été sauvée. Et voilà pourquoi... Mademoiselle Manon Elisabeth est élève infirmière. Enfin, vous étiez élève infirmière, vous êtes peut-être infirmière maintenant. Bah, elle est infirmière maintenant, donc ça aide aussi quand même. Et Mathias est policier municipal, mais pas à Cormeilles. D'accord. Alors, pas encore à Cormeilles. On va en discuter après. Hein, voilà. C'est important, ce que vous avez fait, c'est même très important d'ailleurs d'expliquer aux gens, de remettre des cours pour comment l'utilisation du défibrillateur, parce que vous avez eu le réflexe d'aller chercher le défibrillateur, de savoir où il était, et d'aider donc cette personne. Je pense qu'elle vous... J'espère que vous la voyez encore. Vous avez des nouvelles d'elle, donc voilà. Donc pour tout ça, je vais vous remettre la médaille de la ville. Et là, ça va. Bonsoir tout le monde. Déjà, je tiens à remercier Monsieur le maire pour votre appel suite à cette intervention. Féliciter aussi la camarade qui est là, parce que c'est pas si simple de sauver la vie d'une personne et surtout d'avoir confiance en soi pour pouvoir faire les gestes nécessaires. Donc dans un deuxième temps, je souhaiterais à tout le monde une très bonne année 2025. Et je voudrais revenir sur cette intervention-là parce que en fait, on est au bon moment, au bon endroit et toujours pour une bonne raison. Alors ce jour-là, je suis sorti de chez moi. Je devais partir à la salle de sport avec mon collègue de boulot. On était au téléphone. Je suis passé là, et alors que ce n'était pas ma route. Et là, je vois un attroupement de personnes autour d'un véhicule. Et je dis à mon collègue, écoute, je pense que je suis en retard, il y a quelque chose. Je vais juste regarder ce que c'est et je te tiens au courant dans les 5 minutes à suivre. Et là, je vois qu'un homme, il casse la vitre de la voiture.
Je vois la femme, elle est allongée. J'ai écouté, il faut qu'on la sorte. Donc on l'a sortie du véhicule. Madame, elle a fait ce qu'il fallait. Elle a appelé le 15 immédiatement. On a mis cette femme-là au sol. Elle a commencé le massage cardiaque et moi j'étais en attente. Donc j'ai donné instruction aux gens de me ramener le plus rapidement possible un défibrillateur. Donc tous les gens ils sont allés dans les commerces à côté, mais sauf qu'ils revenaient main vide. Et là il y a un homme qui est venu me voir, il me dit je fais quoi? Je lui dis vous partez à la gare ferroviaire, vous prenez le défibrillateur et vous me le ramenez. Et grâce à cette action-là aussi, cette dame-là elle a pu être sauvée. Aujourd'hui elle se porte bien, elle est en bonne santé, elle n'a aucun organe qui a été touché. Et voilà. Donc moi j'aimerais vous dire que qu'importe où vous serez, que ce soit pour dans un moment de joie ou de malheur, là où vous serez, il y a toujours une raison. Et c'est toujours pour une bonne raison. Alors à tous, je vous souhaite une très bonne année 2025. Je crois que le photographe va vouloir faire une photo de tout le monde, donc je ne sais pas dans quel sens il se met. Droite-gauche, je ne sais pas. Plutôt droite pour moi, mais... au hasard, hein. Ah, c'est à ma gauche. Bon, tant pis. Bon, je fais ça. Voilà. T'as fait? D'accord. Oui. Alors, pour clôturer cette cérémonie avant l'ouverture du buffet, la chorale, je vais vous présenter les Chœurs du Sud qui vont se réinstaller. Allez-y. Faites comme si je n'existais pas. T'as fait les photos pour les médailles, c'est bon? Donc, vous pouvez reprendre votre place si vous voulez, pas de problème. Merci. Alors, pendant qu'ils s'installent, présentation des Chœurs du Sud, chorale créée en 2012 par Franck Castellano. 12 ans plus tard, Chœurs du Sud est devenu le plus grand ensemble vocal d'Europe, avec plus de 6500 choristes et 64 chefs de chœur regroupés dans une centaine de chorales. José Castillo, ici présent. José Castillo et son fan club. est le chef de chœur de la section cormeillaise. Il a ouvert sa première chorale à Sartrouville en 2021 unique. Donc il y a très peu de temps. Et il a ouvert l'antenne de Cormeilles en 2023, soit l'année dernière. Et en un an, il recense déjà 110 cormeillais dans cette chorale. Alors, il me fait dire que c'est une ambiance chaleureuse et bienveillante et que les inscriptions sont recevables toute l'année, même si vous ne savez pas chanter. C'est ça? C'est ça. Je vais y aller après, ouais. Moi, et qui te dit que je ne sais pas chanter d'abord? Bon, pendant qu'il s'installe, je te laisse la parole. Tu meubles? Tu meubles? On s'installe. Et ils vont vous faire une petite surprise, la dernière chanson pour clôturer cette séance. France, tes victoires flottent toujours plus haut. France, ton histoire et ton nom claquent comme un drapeau. C'est la flamme du soldat qui ravive la foi. Ta patrie est partout là où rayonne la France. Ton flambeau se brandit par fierté. France, c'est Hugo et De Gaulle sur les Champs-Élysées. C'est le sang du sillon qui redore ton blason, 6 lettres qui scintillent sur tout l'horizon. France, c'est le F, révolté de la fraternité. C'est le R, espérance de toutes les résistances. C'est le A, constellé des plus fortes amitiés. C'est le N, infini d'une nation unie. C'est le C,
qui présage de la force du courage. C'est le E engagé de notre égalité pour des siècles de légendes. Trois couleurs en offrande, par le bleu, par le blanc, par le rouge. Nos esprits et nos cœurs se retrouvent. Si belle et rebelle, fidèle et fou d'elle. C'est la tienne, c'est la mienne, éternelle et on l'aime. France, c'est Marianne qui sait défier le pire. France, c'est une âme qui vient nous sauver jusqu'à périr. Dans le feu, dans les flammes, elle défend Notre-Dame et se donne et se bat pour les peuples en souffrance. Tes médailles n'ont jamais de revers. France, ta bataille, c'est le sacrifice tout solidaire. C'est servir en écho les étoiles d'un maillot et gagner quand le jour d'y croire est arrivé. France, c'est le F, révolté de la fraternité. C'est le R, espérance de toutes les résistances. C'est le A, constellé des plus fortes amitiés. C'est le C, d'une nation unie. C'est le C qui présage de la force du courage. C'est le E, engagé de notre égalité pour des siècles de légendes. Trois couleurs en offrande, par le bleu, par le blanc, par le rouge. Nos esprits et nos cœurs se retrouvent. Si belle et rebelle, fidèle et fou d'elle. C'est la tienne, c'est la mienne, éternelle et on l'aime. France et Français, écoutez bien ce cri. France, le mien c'est liberté et c'est là mon pays. Merci beaucoup à Cœur du Sud. On peut effectivement les applaudir bien fort. Félicitations à eux. Ils le méritent. Alors, mesdames et messieurs, on va vous proposer de continuer ce moment de convivialité autour des buffets qui vous sont ouverts.